Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la théorie de l'infographie. Et dans ce chapitre, nous allons déjà passer sur les concepts de base entre l'infographie et son utilisation, la colorimétrie, le mode de couleur, les images, et la différence entre ce qu'on appelle fichier bitmap et vectoriel, la définition, la résolution et les différentes sorties, pour terminer par un projet final. Le graphisme, c'est quoi? Ce que vous devez savoir, c'est que le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques, dessins, caractères, typographiques, photos, couleurs, etc. pour élaborer un projet de communication et ou de culture. Donc, vous allez être amené à utiliser soit des dessins, des caractères, typographies, c'est-à-dire des polices, des écritures, des photos et des couleurs. Il peut y avoir aussi d'autres points. Ça peut être des vidéos et autres. Voilà. Donc, sur cette affiche ici, comme exemple, nous avons dans le fond le dessin de l'oiseau. On a le caractère typographique ici qui est écrit papa. On a la photo de fond dans la télé et on a les couleurs qui sont par la suite représentées en dessous de l'affiche. Les domaines d'intervention au niveau du graphisme ou l'utilisation, on peut dire que le design graphique ou l'infographie, on le retrouve partout. Des logos sur vos fournitures de bureau, vos tasses, vos emballages, sur les barres de chocolat, etc. Donc, comme exemple, on sait que dans le branding ou l'identité visuelle d'une entreprise, on peut être amené à faire du graphisme. Voilà. Donc, sur les signalisations, les imprimés, les emballages, les couvertures d'albums, dans le domaine du digital, dans les films et aussi sur les vêtements et autres. Un exemple, dans ce domaine, nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle la conception d'une charte graphique. Donc, dans cette bannière de présentation qui est là, vous avez trois éléments qui partent du logotype, qui est la représentation même de l'entreprise, en passant par le kakimono et le panneau 12 mètres carrés. Donc, vous pouvez être amené à concevoir non seulement le logotype, le décliner par la suite sur tout autre support de communication. Un des concepts essentiels aussi est de savoir s'il y a une différence entre infographiste ou infographe. Déjà, il faut savoir que l'infographie est un ensemble de techniques informatiques liées à la création et au traitement d'images numériques. Le rôle de l'infographie, c'est le plus souvent de jongler avec les contenus, de les agencer, de les mettre en scène afin de créer un ensemble lisible et percutant. Donc, l'infographe ou l'infographiste, voilà, sera amené à utiliser tout son bagage technique informatique en partant des différents éléments qu'il aura recueillis ou qu'il aura trouvés soit sur le net pour pouvoir les agencer et arriver à un résultat parfait. Ici, la petite différence qu'on veut énumérer, c'est qu'il y a les graphistes purs, les graphistes créatifs, si on veut les appeler ainsi. Et ces graphistes ont ce côté créatif, pendant que l'infographe ou l'infographie, si vous voulez, a plus de connaissances techniques. Mais ça n'empêche pas que l'infographiste puisse avoir de bonnes idées ou le graphiste est à l'aise avec les spécifications techniques de montage. Pour ainsi dire, l'infographe est synonyme d'infographiste. Voilà. Donc, le graphiste, lui, il peut partir soit d'un projet assez brut, mais y apporter une base créative assez solide, pendant que l'infographiste ou l'infographe, si vous voulez, a lui les connaissances techniques, les connaissances des logiciels qu'il pourra utiliser pour pouvoir arriver à une bonne créa. Les métiers du monde du graphisme, on a illustrateur, graphiste, web designer, concepteur de jeux vidéo, directeur artistique, dessinateur technique, maquettiste et dessinateur simple. Nous arrivons maintenant au mode de la colorimétrie ou le mode colorimétrique.
La couleur, il faut le savoir, véhicule une émotion chez l'utilisateur final du projet. Donc, dans chaque couleur qui est représentée sur un produit bien défini ou une charte graphique, vous pouvez véhiculer un message, vous pouvez véhiculer une idée, vous pouvez véhiculer une émotion. Donc, par définition, la colorimétrie est la discipline psychophysique qui se donne pour objectif la mesure de la couleur. Voilà, on parle de psychophysique. Pourquoi? Parce que là, au niveau de la couleur, il y a une sorte de corrélation qui se crée entre l'utilisateur final et la couleur. Ainsi, la couleur permet de déclencher chez l'utilisateur final une émotion, une réaction qui est attendue par la structure ou le créatif. Sur ce visuel, on voit un peu un ensemble de chartes graphiques ou logotypes, voilà, avec des couleurs bien précises qui définissent des émotions. Toujours dans le monde colorimétrique, deux mots de couleur sont beaucoup utilisés. Il s'agit du RVB, R pour rouge, V pour vert, bleu, B pour bleu. Et chacune de ces trois valeurs a une valeur qui part de 0 à 255. Donc, soit lorsque vous devez essayer d'identifier une couleur, vous pouvez utiliser le mode RVB, mais il faut savoir que à chaque point parmi ces trois couleurs, il y aura une valeur entre 0 et 255. Et c'est le rouge, le vert, le bleu sont des représentations des couleurs primaires pour ceux qui ont des connaissances en art graphique ou en art plastique. L'autre mot de couleur, c'est le CMJN, C pour cyan, M pour magenta, jaune, J pour jaune et N pour noir. Ces valeurs-là, au lieu de partir de 0 à 255 comme dans le RVB, partent de 0 à 100%. Nous arrivons maintenant au code couleur. Donc pour trouver un code couleur, on a plusieurs possibilités, soit en RVB, soit en CMJN ou en hexadécimal. En hexadécimal, la particularité est qu'on a un caractère dièse suivi de 6 autres caractères. Voilà, donc on a un dièse suivi de 6 autres caractères. Dans l'exemple ici, on remarque que la couleur bleue a pour particularité au code couleur le dièse 4 fois 0 FF, pendant que le noir a pour code couleur hexadécimal le dièse 00 6 fois. Voilà. Passons maintenant au format d'image. Donc les formats d'image, nous avons les images matricielles, les images vectorielles et les images qui sont liées, les images propriétaires, qui sont liées au logiciel de traitement d'image. Pour les formats, on distingue le JPEG, le GIF, le TIFF ou le SVG ou même le PNG. Et pour les formats propriétaires, voilà, pour Photoshop on a PSD, pour Illustrator on a AI. Et il faut savoir que PSD, EPS et AI appartiennent, ils ont été créés par Adobe. Voilà, quelques définitions de nos différents cycles ici, PNG, JPEG et GIF. Passons maintenant à une définition des images, des formats d'images ou des types d'images si vous voulez. Donc au niveau des images matricielles ou bitmap, nous allons remarquer que lorsque nous zoomons ces genres d'images, on peut prendre une photo par exemple qui a été prise par un appareil, on remarque que c'est composé de pixels les uns après les autres. Voilà. Chaque pixel est associé à une couleur et plus il y a de pixels, plus l'image sera détaillée. Donc quand on vous parle de image matricielle ou bitmap, on doit penser directement non seulement au logiciel Photoshop, mais aux photos qui sont composées de quoi? De pixels qui sont associés les uns après les autres. Le mot pixel est une expression anglaise, picture element, qui signifie élément d'image ou point élémentaire. Son abréviation est PX et c'est l'unité de mesure de la définition d'une image numérique, en abrégé PX comme on l'a vu, et elle est
souvent présentées comme un petit carré de couleur. Un des problèmes récurrents avec les images matricielles est qu'elles ont une dimension idéale et que le redimensionnement peut provoquer une perte de qualité. C'est-à-dire que lorsque vous avez une image matricielle ou bitmap, lorsque vous êtes en train de faire des modifications, à savoir agrandir peut-être l'image, vous pouvez perdre ce qu'on appelle les pixels ou pixeliser l'image. Voilà. Au niveau des images vectorielles, il faut savoir que ce sont des images numériques qui sont composées d'objets géométriques. Donc ces objets géométriques-là, on peut avoir des segments de droite, des polygones, des actes de cercle, etc. qui sont définis par des attributs de forme, de position, de couleur, etc. Pour la pixelisation de l'image, il faut remarquer que pixeliser une image déjà consiste à rendre difficile à cerner une partie d'image en la transformant en gros pixels en particulier pour cacher cette partie. Dans le monde du multimédia et de la photographie numérique, le pixel renseigne le consommateur sur la qualité d'affichage d'une image. Nous voyons ces deux images-là à gauche au niveau d'une image pixelisée où on remarque les petits carrés, voilà, les pixels qui se forment, et à droite, on remarque ici que l'image est non pixelisée. La résolution d'une image, c'est le nombre de pixels par pouce qu'elle contient. La résolution d'une image s'exprime par le nombre de pixels que l'on veut loger sur une certaine longueur. Le pouce a pour valeur 2,554 cm. Les images vectorielles peuvent donc être redimensionnées sans aucune perte de qualité. Ici, nous avons deux exemples. Nous avons la représentation des deux logiciels que nous allons utiliser. Au niveau de Photoshop, on a les images bitmap qui sont composées de pixels et on remarque qu'à 100% l'image est nette et lorsqu'on arrive à 600%, l'image commence à être pixelisée, ce qui n'est pas le cas des images vectorielles qui restent telles. Voilà. Donc, comme on l'a dit, dans le monde du multimédia et de la photographie numérique, le pixel renseigne sur les consommateurs sur la qualité d'une image. Passons maintenant à la police et à la typographie. On distingue trois grandes familles de police. La police avec empattement, sans empattement et manuscrite. L'unité de mesure de la police est le point. Voilà. Donc, avec empattement ou sérif, l'on remarque ici qu'il y a des terminaisons au niveau des parties inférieures et ça peut être le cas aussi au niveau des parties supérieures. Donc l'empattement, on voit ici assuré le mot patte, on voit ici la lettre A qui a des ramifications, des terminaisons. Voilà. Au niveau des polices manuscrites, on a ici Abidjan qui a écrit comme si c'était à la main. Voilà. Donc quand on vous dit manuscrite, ça veut dire que la police est comme une police qui a été faite à la main au fait. La forme de caractère est un ensemble de représentations visuelles de caractères d'une même police d'écriture de même style, corps et graisse. La graisse, elle, est l'épaisseur d'un trait ou d'un caractère. La casse est le passage entre le caractère majuscule et minuscule. La graisse, dans certains logiciels comme Microsoft Word, on vous parlera de gras. Donc, c'est en rapport avec l'épaisseur de la police. La casse, elle, il y a deux notions qu'il faut retenir, la notion majuscule et la notion minuscule. Donc, quand on vous demande la casse d'une police, il faut tenir compte des deux aspects, soit majuscule, soit minuscule. Dans notre exemple ici, nous voyons propriété d'une police. Abidjan ici écrit en rouge qui a pour code hexadécimal dièse 2F4x0. Nom de la police ou du caractère Belle MT taille 28 points. Dans notre exemple, la fonte d'Abidjan est Belle MT 28 points gras. Donc la fonte, c'est l'ensemble au fait des propriétés qui sont reliées à un caractère ou un ensemble de caractères, voilà, ou à
une famille de police ou à une typographie bien précise. Dans notre exemple ici, à gauche, nous avons Abidjan qui est écrit avec une police sans empattement, il n'y a pas de terminaison. Et là, on a une police à droite manuscrite. Parlons maintenant de la suite Adobe. La suite graphique Adobe est une suite de logiciels qui sont purement dédiés au graphisme. À droite, nous avons quelques-uns de ces logiciels-là de cette suite. Il en existe d'autres. Au niveau du premier, on a AI, qui est l'icône de Adobe Illustrator. Par la suite, on a After Effects, InDesign et Photoshop. Donc, les deux logiciels que nous allons utiliser sont Adobe Photoshop et Illustrator. La particularité, c'est que Adobe Photoshop permet de travailler sur des images bitmap, pendant que Illustrator permet de travailler sur des images vectorielles. Nous allons maintenant passer à notre projet client, un projet où nous allons rencontrer un client qui vend des téléphones. Voilà, son domaine c'est la vente de téléphones. L'objectif sera de réaliser un logotype et flyers. Pour pouvoir effectuer ce projet, nous allons partir d'une procédure bien précise, bien définie, qui passe par une organisation du travail, ensuite une recherche graphique et typographique, pour terminer par l'exécution et la proposition. Au niveau de la première étape, au niveau de l'organisation du travail, il faut déjà aller rencontrer le client, voilà, en vue de l'écouter et faire ressortir ce qu'on appelle un cahier de charges qui va nous permettre de débuter le projet. Donc, elle peut se faire par voie électronique, via adresse mail ou tout autre moyen de communication. Ensuite, lorsqu'on a sorti le cahier de charges et que nous revenons dans notre studio graphique au bureau, il faut prévoir alors de sauvegarder tous les projets sur la partie de sauvegarde du disque dur et non celui du système. Si le disque dur a été partitionné, il sera aussi intéressant d'avoir un disque dur externe comme sauvegarde secondaire par prudence. Voilà, dans notre exemple ici, le disque dur de sauvegarde, c'est le D. Voilà. La deuxième étape, aussi très importante, consiste à organiser son espace de travail en créant à chaque fois un dossier principal qui portera le nom du projet de la société. Donc ici, on regarde juste au-dessus pour pouvoir créer dans notre espace de travail nom de l'entreprise ici. Voilà, on crée un nouveau dossier. Par défaut, le nom sera nouveau dossier. Donc on change le nom et on met le nom de la structure du client. Et en interne, si on n'a pas d'autres projets, on peut déjà prévoir au moins un dossier image et un dossier typo. Image pour la recherche graphique et typographie pour typo. Voilà. Donc, par la suite, il faut pour chaque projet créer des sous-dossiers internes pour la sauvegarde des fichiers issus de la recherche graphique et typographique. Et cette étape consiste d'abord à prendre un brouillon, énumérer les idées en rapport avec le projet afin de ressortir des symboles qu'on peut soit reproduire d'abord au crayon sur du papier dans un carnet sous forme de croquis ou faire la recherche en ligne de visuels ou de typographie. Donc quand vous entendez le mot typographie, cela est en relation avec la police. L'autre aspect, c'est de peut-être passer par d'abord des shootings, des prises de vue, ça peut être aussi des prises de son, voilà, sur les produits, sur le paysage, l'espace ou les personnes selon un scénario bien défini. Voilà. L'autre option qui se propose serait de rechercher ces images ou ressources sur Internet. Pour la recherche sur Internet, pour les images, nous pouvons utiliser des images libres de droit, soit sur google.com, sur pixabay.com ou sur pixel.com. Pour la recherche typographique, c'est des polices. Nous pouvons utiliser Dafont Google Font.com ou 1001 freefont.com.
Voilà. Donc voilà ainsi terminé notre première partie sur le graphisme. On a essayé de voir déjà certaines notions essentielles comme la définition du graphisme, l'utilisation des éléments, leur agencement pour pouvoir arriver à un projet assez percutant et lisible, le monde colorimétrique, les types d'images reliés à chaque type de logiciel, ici pour les bitmaps ou images matricielles avec Photoshop et les images vectorielles avec Adobe Illustrator. Pour terminer, nous avons essayé de voir les trois grandes familles de police ou typographie. Ce sont celles qui sont sans empattement, avec empattement et manuscrit. Voilà. Et l'important ici, c'est de retenir que lorsqu'on parle d'empattement, les polices ont des ramifications. L'autre point qu'on a vu, c'était notre projet. Voilà. Notre projet, et nous sommes partis d'abord de cahier de charge, et après le cahier de charge, nous avons énuméré des idées, organisé notre espace de travail avec un nouveau dossier qui comporte le nom de la structure, dans lequel des sous-dossiers images et typographie reliés soit à la recherche graphique pour le sous-dossier images, soit à la recherche typographique pour le sous-dossier police. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, dans ce dernier point, c'est qu'on a soit la possibilité de faire nous-mêmes des shootings avec le téléphone, avec un appareil photo professionnel, ou aller chercher les images en ligne sur le web. Voilà. Je vous remercie.